Explosion d'une veste climatisée. Tout serait la faute de la France? Voilà le genre de phrase absurde que l'on voit parfois apparaître sur Internet. Et pourtant, pendant plusieurs semaines, cette accusation a réellement envahi les réseaux sociaux. En plein été, alors que l'Europe étouffait sous une vague de chaleur impitoyable, un vêtement étrange attirait l'attention du monde entier. Une veste de travail équipée de petits ventilateurs, présentée comme une sorte de climatisation portable capable de sauver les ouvriers, les agents de sécurité, les employés de festivals et tous ceux qui devaient continuer à travailler sous un soleil écrasant. Sur TikTok, YouTube, Instagram et X, les vidéos se multipliaient. On voyait des personnes marcher dans des chantiers brûlants avec une veste gonflée par l'air, le visage détendu, presque souriant, comme si la chaleur n'avait plus aucun pouvoir sur elles. Certains commentaires affirmaient que cette invention venait de France. D'autres disaient au contraire que les Français n'avaient rien inventé, qu'ils avaient simplement copié une technologie étrangère, l'avaient emballée dans un joli discours sur la qualité, puis l'avaient vendue plus cher au reste du monde. Et comme toujours sur Internet, la vérité disparaissait derrière le bruit. Au milieu de cette tempête numérique se trouvait un journaliste britannique réputé, Edward Beaumont, correspondant senior pour une grande chaîne internationale. Il n'était pas du genre à se laisser emporter par les modes. Depuis plus de 20 ans, il avait couvert des crises politiques, des catastrophes industrielles, des scandales alimentaires, des fraudes technologiques et des conflits commerciaux. Mais ce matin-là, dans une salle de montage à Londres, entre deux réunions, il tomba sur une vidéo qui retint immédiatement son attention. On y voyait un homme portant une veste grise gonflée d'air, debout au milieu d'un chantier. Le texte sur l'écran disait « La veste climatisée française qui promet de changer l'été ». Édouard fronça les sourcils. « Une veste avec des ventilateurs » murmura-t-il. « Sérieusement ? Une climatisation que l'on porte sur soi ?» Au début, il sourit. Cela ressemblait presque à un gadget. Puis il regarda une autre vidéo, puis une troisième, puis une quatrième. Il vit des ouvriers agricoles, des livreurs, des agents d'entretien, des techniciens de voirie, tous portant cette veste gonflée qui semblait faire circuler l'air autour du corps. L'idée, malgré son apparence étrange, devenait soudain évidente. Pourquoi refroidir tout un bâtiment quand on peut refroidir directement la personne qui travaille? Mais ce qui attira finalement son regard, ce ne furent pas les images. Ce furent les commentaires. Bruit énorme, batterie morte au bout d'un jour. J'ai failli me brûler, la batterie a commencé à fumer. Qualité française? Laissez-moi rire. Les modèles importés sont beaucoup plus puissants. Les Français ont juste copié une technologie étrangère et l'ont vendue comme une invention nationale. Édouard se redressa sur sa chaise. Il avait vu beaucoup de campagnes de dénigrement dans sa carrière. Certaines étaient justifiées. D'autres étaient orchestrées. Mais là, quelque chose sonnait faux. D'un côté, il y avait des vidéos presque miraculeuses montrant des travailleurs soulagés. De l'autre, des témoignages d'accidents, de brûlures, de fumée, de batteries instables. Et au milieu, un pays entier, la France, accusé à la fois de mensonges, de copies et de mauvaise qualité. Pour être honnête, en tant qu'observateur étranger, Édouard avait toujours associé la France à un certain sens de l'exigence. On peut critiquer les Français autant qu'on veut, et les Français eux-mêmes le font mieux que personne. Mais quand il s'agit d'ingénierie, de normes, de savoir-faire industriel, de conception, il y a dans ce pays une tradition qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Des trains à grande vitesse aux équipements aéronautiques, des ateliers de précision aux petites entreprises familiales, la France n'est pas seulement un pays de fromage, de mode et de café en terrasse. C'est aussi un pays où l'on sait fabriquer, ajuster, tester, recommencer, parfois pendant des années, jusqu'à obtenir quelque chose de solide. C'est précisément pour cela que les commentaires dérangeaient Édouard. Il ouvrit plusieurs sites de vente en ligne. Les mêmes vestes apparaissaient partout. Certaines se présentaient comme françaises, d'autres comme améliorées, d'autres encore comme 10 fois plus puissantes que les modèles européens. Une boutique étrangère affichait même un slogan agressif. La France n'a rien inventé. Nous avons perfectionné la vraie veste climatisée. Édouard lut cette phrase 2 fois. La France n'a rien inventé? Son instinct de journaliste s'éveilla. Il cliqua, compara les prix, consulta les avis, regarda les photos des batteries, des coutures, des ventilateurs. Plus il avançait, plus le dossier devenait étrange. Plusieurs produits utilisaient des mots français, des drapeaux tricolores, des images de chantiers parisiens, mais les informations légales étaient floues. Certaines batteries ne mentionnaient aucune certification claire. D'autres vantaient une puissance presque irréaliste. Et pourtant, des milliers de clients semblaient tomber dans le piège. Finalement, Édouard prit une décision simple. « Très bien, dit-il à voix basse. Si tout le monde parle de cette veste, je vais la tester moi-même. » Il commanda le modèle le plus populaire d'une marque qui prétendait surpasser les produits français. La publicité promettait une ventilation extrême, une batterie longue durée, une sécurité renforcée et une fraîcheur instantanée même à 40 degrés. Le prix était ridiculement bas. Trop bas, pensa Édouard. Mais il voulait comprendre. Pas depuis un bureau, pas à travers des commentaires anonymes.
avec son propre corps. Quelques jours plus tard, le colis arriva chez lui, dans le sud de Londres. La veste était grise, assez élégante de loin, avec 2 ventilateurs ronds fixés au bas du dos. La batterie, noire et brillante, semblait puissante. Le manuel, en revanche, était mal traduit, rempli de phrases étranges. Édouard le lut en plissant les yeux. Ne pas utiliser proche de feu intérieur émotionnel. Il éclata presque de rire. Mais il ne rit plus longtemps. Ce jour-là, Londres connaissait une chaleur écrasante. Plus de 35 degrés, une humidité lourde, des rues brillantes comme des plaques chauffantes. Édouard enfila la veste, plaça la batterie dans la poche intérieure et alluma le système. Les ventilateurs se mirent à tourner avec un bruit sec et agressif. La veste se gonfla légèrement. Un courant d'air se fit sentir. Au début, il trouva cela amusant. Puis, après quelques minutes, il comprit que quelque chose n'allait pas. L'air circulait, oui, mais il ne semblait pas vraiment s'échapper correctement. La chaleur restait enfermée. La veste faisait du bruit, vibrait contre ses reins, mais la sensation de fraîcheur promise n'arrivait jamais. Il continua pourtant son test, par rigueur professionnelle. Toutes les 30 minutes, il nota sa température ressentie, son niveau de transpiration, le bruit des ventilateurs, l'autonomie apparente de la batterie. Après 3 heures, l'incident se produisit. Une femme qui marchait derrière lui poussa soudain un cri. « Votre veste fume. » Edward Esserittanet. Il sentit une odeur de plastique brûlé. Puis une chaleur brutale, concentrée au niveau de sa hanche droite. Il baissa les yeux. Un filet de fumée blanche sortait de la poche où se trouvait la batterie. Oh non! Il tenta d'ouvrir la fermeture éclair. Le tissu, collé par la sueur, résistait. La panique monta en lui. La chaleur devenait insupportable. Une seconde de plus et il comprit qu'il risquait une brûlure sérieuse. Il tira violemment sur la veste, arracha presque la couture, parvint enfin à l'enlever et la jeta au sol. À cet instant précis, un claquement sec retentit. Des étincelles jaillirent près de la batterie. La veste prit feu sous les yeux horrifiés des passants. Quelqu'un appela les secours. Une autre personne filmait déjà la scène. Édouard resta immobile, le souffle court, regardant ce morceau de tissu brûlé sur le trottoir londonien. « Voilà donc la fameuse technologie supérieure » murmura-t-il. « Ce n'est pas un vêtement. C'est un danger portable. » La vidéo de l'incident circula dès le lendemain. Ironie cruelle. Certains internautes accusèrent immédiatement la France. Encore une invention française trop chère et dangereuse. Les Français vendent du rêve, voilà le résultat. La qualité européenne est morte. Mais Édouard savait que quelque chose n'allait pas. La veste qu'il avait achetée n'avait peut-être de français que le vocabulaire marketing. Il décida alors de remonter à l'origine réelle du produit. Il passa plusieurs jours à vérifier les dépôts de marque, les brevets, les noms d'entreprise, les adresses, les historiques de produits. Peu à peu, une autre histoire apparut. Le nom original de cette technologie, dans sa version européenne, avait été déposé par une petite société française installée près de Grenoble, au pied des Alpes. Une entreprise discrète, presque inconnue du grand public, qui fabriquait depuis des années des vêtements ventilés pour les métiers exposés à la chaleur. Le nom de cette société était Ventisphère Travail. Son fondateur s'appelait Henri Delorme. Édouard trouva une photo de lui, un homme d'une 60aine d'années, visage calme, lunettes fines, main d'ingénieur, debout dans un atelier rempli de prototypes. Rien à voir avec les publicités tapageuses des sites qu'il avait consultés. Pas de slogan agressif. Pas de promesses absurdes. Juste des fiches techniques, des tests de sécurité, des retours d'ouvriers, des modèles pour chantier, agriculture, logistique, événements sportifs et services municipaux. Édouard envoya un message à son rédacteur en chef. Sujet potentiel. Origine française de la veste ventilée, contrefaçon dangereuse, accident à Londres, enquête sur place. La réponse arriva 1 heure plus tard. Va en France. Ramène la vérité. 2 jours plus tard, Édouard atterrit à Lyon-Saint-Exupéry, puis prit un train vers Grenoble. À travers la vitre, il regardait les paysages changer, les plaines, les collines, puis les montagnes qui se dessinaient au loin. Il connaissait Paris, bien sûr, comme beaucoup d'étrangers. Mais cette France-là était différente. Moins spectaculaire, moins touristique, plus silencieuse. Une France de zones industrielles, d'ateliers, de petites entreprises obstinées, de cafés où les ouvriers prennent un espresso avant de repartir travailler. Le lendemain matin, il arriva devant le bâtiment de Ventisphère Travail. Il s'attendait à une usine moderne, immense, brillante. Il découvrit un bâtiment modeste, blanc, avec une enseigne bleue un peu vieillie. Derrière les vitres, on apercevait des machines à coudre industrielles, des rouleaux de tissu, des batteries alignées sur une table de test, des ventilateurs démontés pièce par pièce. « C'est ici ?» demanda Édouard à son caméraman. « Oui », répondit celui-ci. « Apparemment, c'est ici que l'idée a commencé. » La porte s'ouvrit. Henri Delorme les accueillit lui-même. « Monsieur Beaumont, bienvenue. J'ai vu la vidéo de votre accident.
Je suis soulagée que vous n'ayez pas été blessé plus gravement. Il parlait un anglais correct, mais Édouard proposa de mener l'entretien en français. Henri sourit. Alors parlons français. C'est peut-être mieux pour raconter cette histoire. Dans une petite salle de réunion, Édouard posa sur la table la veste brûlée qu'il avait apportée dans un sac de protection. Le tissu était noirci, les coutures fondues, le compartiment de la batterie déformé. « Est-ce l'un de vos produits ?» demanda Édouard. Henri mit des gants, examina la veste longuement, ouvrit une couture, observa le connecteur de la batterie, puis secoua la tête. « Non, ce n'est pas notre produit. C'est une copie. Une copie dangereuse. » Le mot tomba lourdement dans la pièce. « Une copie ? Oui. Elle reprend l'apparence générale, parfois même certaines expressions commerciales. Mais la structure interne est différente. Les circuits ne sont pas protégés correctement. La batterie n'est pas isolée comme elle devrait l'être. Le tissu ne permet pas une circulation d'air régulière. Et surtout, personne ne sait vraiment quels tests ont été faits avant la vente. » Édouard se pencha en avant. Pourtant, beaucoup de consommateurs pensent acheter une technologie française. « C'est précisément le problème, » répondit Henri. Le mot français est utilisé comme un parfum. On le met sur l'étiquette pour vendre. Mais derrière, il n'y a ni atelier français, ni contrôle français, ni responsabilité française. Quand tout va bien, les vendeurs parlent d'innovation. Quand ça brûle, ils parlent de la France. Permettez-moi ici de donner mon avis. C'est exactement ce qui détruit la confiance dans le monde moderne. On ne sait plus ce que l'on achète. On voit un drapeau, un nom, une promesse, une vidéo bien montée, et l'on croit tenir un produit authentique. Mais l'authenticité ne se trouve pas dans un logo. Elle se trouve dans la chaîne complète. Conception, test, matériaux, sécurité, service après-vente, responsabilité. Et c'est là que cette histoire devient plus grande qu'une simple veste. Henri ouvrit une armoire et sortit plusieurs dossiers. Rapport d'incident, photos de batterie fondue, messages de clients trompés, comparaison technique entre les modèles originaux et les copies. Édouard parcourut les documents en silence. « Nous avons reçu des plaintes du monde entier, » expliqua Henri. « Des gens nous écrivent en disant « Votre veste a explosé ». Mais quand on leur demande des photos, on voit immédiatement que ce n'est pas la nôtre. Le problème, c'est que le public ne fait pas la différence. Pour lui, une veste ventilée, c'est une veste ventilée. Si elle brûle, toute l'idée devient suspecte. Édouard regarda la veste carbonisée sur la table. Il se rappela la peur dans la rue de Londres, la fumée, la chaleur sur sa peau, les cris des passants. Puis il regarda Henri, calme, presque triste. « Alors racontez-moi depuis le début, » dit-il. « Comment cette idée est-elle née ?» Henri resta silencieux quelques secondes. Puis il sourit doucement. Elle n'est pas née dans un laboratoire luxueux. Elle est née d'un malaise très simple, voir des gens travailler sous la chaleur et se dire que ce n'est pas normal. Avant de créer Ventisphère, Henri Delorme travaillait dans une grande entreprise française d'équipements thermiques. Il avait une carrière stable, un salaire confortable, une réputation solide. Mais au début des années 2000, après plusieurs missions dans le sud de la France, en Espagne et au Maroc, il fut frappé par la même image, des ouvriers épuisés, des techniciens trempés de sueur, des agents de sécurité debout des heures sur des parkings brûlants. Des agriculteurs avançant lentement sous un soleil implacable. Un jour, sur un chantier près de Marseille, Henri vit un homme s'asseoir à l'ombre d'un camion, le visage blanc, incapable de parler. Un coup de chaleur. Les collègues l'arrosaient avec des bouteilles d'eau en attendant les secours. Cette scène ne le quitta plus. Je me suis dit, raconta Henri, que nous avions accepté quelque chose d'inacceptable. On climatisait les bureaux, les voitures, les centres commerciaux, mais ceux qui construisaient, réparaient, livraient, surveillaient, eux, devaient simplement supporter. Comme si leur corps était moins important. Cette phrase frappa Édouard. Elle avait une force morale que les publicités n'avaient jamais eue. Henri quitta finalement son poste et installa un petit atelier près de Grenoble. Sa femme, Claire, l'aida à financer le début de l'aventure. Son premier collaborateur fut un ancien technicien textile nommé Marc Renaud. Ensemble, ils essayèrent d'imaginer une solution. Au départ, ils ne pensaient même pas à une veste. Leur première idée était de créer une sorte de micro-refroidisseur portable. Ils fabriquèrent un caisson, utilisèrent de l'eau, des ventilateurs, des tissus humides. L'expérience fonctionnait dans une boîte, mais dès qu'ils tentaient de l'adapter au corps humain, tout devenait ridicule. Marc, qui avait accepté de porter le premier prototype, s'en souvenait encore. « J'étais trempé en 10 minutes, dit-il en riant pendant l'entretien. On aurait dit que je sortais d'une fontaine municipale. Henri me disait « Alors, tu as plus frais ?» Et moi je répondais « Oui, mais je pèse 15 kilos plus. » Le prototype suivant aspirait l'air chaud hors du vêtement. Mauvaise idée. Le tissu se collait au corps, bloquait les mouvements, et donnait à celui qui le portait l'apparence d'un personnage de science-fiction raté. La fille d'Henri, Camille, alors adolescente, le vit un soir rentrer à la maison avec un prototype sur le dos. « Papa, tu ne vas quand même pas sortir comme ça dans Grenoble ? Tu fais peur aux gens. »
Tout le monde riait, sauf Henri. Non pas parce qu'il manquait d'humour, mais parce qu'il sentait qu'il se rapprochait de quelque chose. Le problème n'était pas de retirer l'air. Le problème était de le faire circuler. Un soir, dans l'atelier presque vide, alors que les autres étaient déjà partis, Henri observa une veste posée sur une table. Il pensa soudain à l'inverse exact de ce qu'il faisait depuis des mois. Et si, au lieu d'aspirer l'air, on l'envoyait dans le vêtement? Et si le tissu devait gonfler légèrement, non pas comme un défaut, mais comme une chambre de circulation? Et si le corps n'avait pas besoin d'être refroidi par de l'eau, mais par l'évaporation naturelle de sa propre transpiration? Le lendemain matin, il appela Marc. On retourne les ventilateurs. Marc le regarda comme s'il venait de proposer de mettre les roues d'une voiture sur le toit. Retourner les ventilateurs? Oui. On envoie l'air dedans. Mais la veste va gonfler. Adjustment. Ils modifièrent un prototype. Les ventilateurs furent inversés. La batterie branchée. Henri enfila la veste. Marc appuya sur l'interrupteur. Le tissu se souleva légèrement, l'air entra dans le dos, remonta vers les épaules, passa autour du torse, ressortit par le col et les manches. Henri resta immobile. Puis il dit simplement. Là, on tient quelque chose. Marc essaya à son tour. Après quelques minutes, il se mit à rire. Ce n'est pas beau, mais ça marche. Cette phrase, dans l'histoire des inventions, vaut parfois plus qu'un discours de ministre. Ce n'est pas beau, mais ça marche. Combien d'innovations françaises ont commencé comme ça? Dans un garage, un atelier, une arrière-salle, avec des gens qui n'ont pas d'abord cherché à paraître brillants, mais à résoudre un problème concret. Pourtant, le marché ne les accueillit pas à bras ouverts. Au contraire. Dans les salons professionnels, on se moquait d'eux. C'est quoi cette veste gonflable? On dirait un gilet de sauvetage pour maçon. Si on ajoute des ailes, l'ouvrier va décoller? Les entreprises refusaient les démonstrations. Les responsables d'achat trouvaient le produit trop bizarre. Les ouvriers eux-mêmes hésitaient à le porter par peur du ridicule. Et soyons honnêtes, le regard des autres pèse lourd, surtout en France, pays où l'on adore l'innovation mais où l'on se moque souvent de celui qui ose être le premier à paraître étrange. Les commandes ne venaient pas. L'argent diminuait. Les salaires devenaient difficiles à assurer. Un soir, Claire posa une enveloppe sur le bureau d'Henri. À l'intérieur, il y avait leurs économies personnelles. « Prends-les, dit-elle. Henri refusa. « C'est notre sécurité. » Claire le regarda droit dans les yeux. « Si tu abandonnes maintenant, à quoi aura servi cette sécurité? Cette entreprise, ce n'est pas seulement la tienne. C'est aussi la nôtre. » Henri raconta ce moment sans dramatiser, mais Édouard vit ses yeux se troubler. Marc, assis à côté de lui, détourna le regard. Puis il lut la lettre. Une lettre écrite par un certain Julien Armand, ancien chef de chantier dans le Var. Après un accident et une longue rééducation, Julien souffrait de troubles de transpiration excessive. Sortir de chez lui en été était devenu une humiliation. Travailler, presque impossible. Il avait acheté une veste ventisphère presque par désespoir. Dans sa lettre, il écrivait que, pour la première fois depuis des années, il avait pu rester dehors sans sentir son corps le trahir. Il avait pu parler à ses collègues sans penser uniquement à sa chemise trempée. Il avait retrouvé une forme de dignité. Henri lut la lettre à voix basse devant Édouard. Quand j'ai compris que votre veste ne servait pas seulement à supporter la chaleur, mais à retrouver une place parmi les autres, j'ai pleuré. Merci de ne pas avoir abandonné. Dans la salle de réunion, le silence devint épais. Édouard, qui était venu enquêter sur une explosion, sentit que son sujet changeait de nature. Ce n'était plus seulement une affaire de contrefaçon. Ce n'était même plus seulement une affaire de technologie française. C'était une histoire sur la différence entre fabriquer pour vendre et fabriquer pour protéger. Henri se leva et décrocha du mur une veste originale. « Vous voulez essayer la vraie ?» Edward hésita. Son corps se souvenait encore de la chaleur de la batterie en feu. Mais il hocha la tête. La veste était plus légère qu'il ne l'imaginait. Les coutures étaient renforcées. Les ventilateurs semblaient mieux intégrés. La batterie portait des indications claires. Henri lui montra le système de sécurité, la ventilation, les sorties d'air, les tests effectués sur chaque lot. Puis il appuya sur l'interrupteur. La sensation fut immédiate, mais pas brutale. L'air ne frappait pas le corps comme un sèche-cheveux. Il circulait. Il passait dans le dos, remontait doucement, s'échappait par le cou et les manches. La veste se gonflait, oui, mais de manière régulière. Après quelques minutes, Édouard sentit sa peau sécher. La sueur s'évaporait. Son corps semblait respirer. Il baissa les yeux, surpris. C'est complètement différent. Henri sourit. Une copie peut imiter la forme. Elle ne peut pas imiter l'intention. Cette phrase devint plus tard le cœur du reportage. Le dernier jour, Édouard visita l'atelier. Il rencontra des couturières, des techniciens, des ingénieurs, des ouvriers qui testaient les vestes dans une chambre chauffée. Il vit des modèles destinés aux chantiers urbains, aux agriculteurs, aux équipes de maintenance ferroviaire, au personnel d'événements sportifs. Il vit aussi des prototypes pour les personnes âgées,
les agents municipaux, les travailleurs en entrepôt. Ce qui le frappa le plus, ce fut l'absence de arrogance. Personne ne disait « Nous sommes les meilleurs du monde ». Personne ne parlait comme dans une publicité. Les employés parlaient de détails. Une couture qui frotte moins, un connecteur plus sûr, une batterie plus stable, un tissu plus respirant, un col plus confortable. C'est peut-être cela, au fond, une certaine idée française du travail bien fait. Non pas crier plus fort que les autres, mais corriger encore et encore ce que le client ne verra peut-être jamais, mais ressentira. Avant de partir, Édouard acheta 2 vestes. Une pour lui, une pour la rédaction à Londres. Dans le train vers Lyon, il regarda le logo de Ventisphère imprimé discrètement sur le tissu. Ce n'est pas seulement une veste, pensa-t-il. C'est une réponse à la chaleur, mais aussi à la confusion du monde. De retour à Londres, Édouard présenta son reportage à la rédaction. Le titre proposé fit immédiatement réagir. Entre chaleur et mensonge, la vérité derrière la veste climatisée française. Le reportage commençait par les images de la veste en feu sur un trottoir londonien. Puis la voix d'Édouard se posait calmement. Je croyais enquêter sur un produit dangereux prétendument français. J'ai découvert une contrefaçon, puis un atelier en France où des ingénieurs tentent depuis 20 ans de protéger ceux que la chaleur met en danger. Les images montraient ensuite Grenoble, l'atelier, Henri Delorme, les premiers prototypes absurdes, les essais ratés, les lettres de clients, les batteries testées, les coutures vérifiées, les ouvriers qui riaient en portant une veste gonflée. Le contraste était puissant. D'un côté, le marketing brutal des copies. Et de l'autre, la patience d'une invention. Après la diffusion, les réactions furent immédiates. Des téléspectateurs britanniques écrivirent « Je pensais que c'était un gadget ridicule, maintenant je comprends ». Des Italiens racontèrent avoir vu des employés d'entrepôt souffrir de la chaleur. Des Allemands saluèrent la rigueur technique. Des Espagnols demandèrent où acheter les modèles originaux. Et, chose intéressante, beaucoup de Français exprimèrent une fierté presque surprise. Parce que oui, il faut le dire, les Français sont parfois les premiers à douter de leur propre pays. Ils critiquent leurs administrations, leurs entreprises, leurs retards, leurs contradictions, leur tendance à râler contre tout. Mais quand un regard étranger vient leur rappeler qu'il existe encore en France des ateliers capables d'inventer, de tenir bon, de refuser la facilité, alors quelque chose se réveille. Une fierté discrète. Pas la fierté arrogante des slogans. Une fierté de savoir-faire. Sur les réseaux sociaux, les commentaires changèrent de ton. Je ne regarderai plus les produits bon marché de la même manière. Respect aux ingénieurs français. On se moque souvent des petites entreprises, mais ce sont elles qui sauvent parfois des vies. La vraie innovation, ce n'est pas le buzz. C'est la responsabilité. Entre le moins cher et le plus fiable, je sais maintenant ce que je choisis. Bien sûr, les fabricants de copies furent mis sous pression. Certaines plateformes retirèrent des produits. Des associations de consommateurs demandèrent des contrôles plus stricts. Plusieurs entreprises européennes annoncèrent qu'elles allaient revoir leurs procédures d'achat pour éviter les équipements sans traçabilité. Dans les semaines qui suivirent, Ventisphère Travail reçut des commandes venues de France, de Belgique, d'Italie, d'Espagne, du Royaume-Uni et même du Moyen-Orient, où les travailleurs exposés à la chaleur cherchaient depuis longtemps des solutions fiables. Henri, interrogé par la presse française, resta fidèle à lui-même. Je ne veux pas que cette veste devienne une mode. Je veux qu'elle soit utile. Si elle permet à quelqu'un de finir sa journée sans mettre sa santé en danger, alors elle a rempli sa mission. Édouard termina son reportage avec une phrase qui fit beaucoup parler. Une technologie ne se juge pas seulement à son apparence, ni à son prix, ni au bruit de sa publicité. Elle se juge à la responsabilité de ceux qui la fabriquent. Et franchement, je pense que cette phrase dépasse largement le cas d'une veste ventilée. Elle parle de notre époque. Nous vivons dans un monde obsédé par le prix le plus bas, la livraison la plus rapide, la promesse la plus spectaculaire. Nous voulons tout de suite, moins cher, plus puissant, plus impressionnant. Mais quand le produit brûle, quand il casse, quand il blesse, quand il trahit notre confiance, nous découvrons soudain que la qualité avait un coût, que la sécurité avait une valeur, que l'honnêteté industrielle n'était pas un luxe. La France, dans cette histoire, n'apparaît pas comme un décor romantique avec la tour Eiffel et des croissants. Elle apparaît comme un pays réel, imparfait, parfois lent, parfois agaçant, mais encore capable de produire des idées nées d'un besoin humain. Et c'est précisément ce regard étranger qui rend l'histoire forte. Un journaliste britannique était venu chercher un scandale français. Il est reparti avec une forme de respect. Dans l'atelier de Grenoble, quelques mois après la diffusion, Henri Delorme marchait entre les tables de montage. Les téléphones sonnaient plus qu'avant. Les commandes s'empilaient. Marc plaisantait en disant qu'il allait falloir agrandir les locaux. Claire passait encore vérifier les comptes, comme au premier jour. Rien n'était devenu miraculeusement facile, mais quelque chose avait changé. Le monde savait enfin distinguer l'original de l'imitation. Henri s'arrêta devant une nouvelle série de vestes prêtes à partir vers un chantier du sud de l'Espagne. Une veste ventilée, dit-il à un jeune employé, ce n'est pas seulement un vêtement qui envoie de l'air.
C'est un équipement pour ceux qui continuent d'avancer quand la chaleur voudrait les arrêter. Edward cita cette phrase dans la conclusion écrite de son enquête. Il ajouta: certaines inventions ne font pas de bruit. Elles ne brillent pas sur les podiums. Elles ne ressemblent pas à des révolutions. Elles gonflent un peu bizarrement autour du corps, font sourire les passants, provoquent quelques moqueries. Puis, un jour, on comprend qu'elles ont été pensées pour protéger des vies. Et à ce moment-là, elles cessent d'être ridicules. Elles deviennent nécessaires. Alors, à vous qui regardez cette vidéo, que choisissez-vous vraiment lorsque vous achetez un produit? Le prix le plus bas? La promesse la plus agressive? Le logo le plus joli? Ou bien le sérieux invisible de ceux qui ont testé, corrigé, recommencé, assumé? Cette affaire de veste climatisée nous oblige à poser une question beaucoup plus vaste. Dans un monde saturé de copies, savons-nous encore reconnaître le vrai? Savons-nous encore respecter ceux qui fabriquent lentement, proprement, honnêtement? Et surtout, sommes-nous prêts à payer le juste prix pour ne pas transformer notre propre sécurité en pari dangereux? Moi, je vais être clair, le moins cher n'est pas toujours une bonne affaire. Parfois, le moins cher est simplement une dette que l'on paie plus tard, avec sa santé, son temps, sa confiance ou sa dignité. Et quand une petite entreprise française passe des années à perfectionner un produit pour que des travailleurs puissent rentrer chez eux le soir sans tomber d'épuisement, je pense qu'elle mérite mieux que d'être confondue avec des copies anonymes vendues à coups de slogans. La prochaine fois que vous verrez une veste gonflée par des ventilateurs sur un chantier, ne riez pas trop vite. Derrière ce vêtement un peu étrange, il y a peut-être des nuits blanches, des prototypes ratés, des économies familiales sacrifiées, une lettre de remerciement pliée dans un tiroir, et la conviction qu'une invention doit d'abord servir l'être humain. Et si cette histoire vous a fait réfléchir, dites-le en commentaire. Pour vous, qu'est-ce qui compte le plus aujourd'hui, le prix ou la confiance? Le buzz ou la responsabilité? L'apparence ou l'histoire de ceux qui fabriquent? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.